Le 27 juin 2025, dans les salons feutrés de Washington, une signature a eu lieu, lourde de conséquences pour l'Afrique des Grands Lacs. Ce sont les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda qui ont paraphé un accord de paix. Cet événement a été présenté au monde comme une avancée historique, une promesse de mettre fin à des décennies de conflits dévastateurs dans l'est du Congo. La médiation a été menée par les États-Unis sous l'administration du président Donald Trump, qui s'est personnellement impliqué dans les négociations. Officiellement, l'objectif était simple et louable: ramener la paix et la stabilité dans une région qui n'a que trop souffert de la violence des groupes armés et des ingérences étrangères. Pourtant, derrière cette façade diplomatique se cache une réalité bien plus complexe, dictée par des enjeux géopolitiques et économiques. L'Est de la RDC est immensément riche en minerais stratégiques, notamment le cobalt et le lithium, qui sont essentiels pour la transition énergétique mondiale et les technologies de pointe. En février 2025, les États-Unis avaient adopté une loi classant ces ressources comme étant d'intérêt vital pour leur sécurité nationale. Cette nouvelle orientation a transformé la quête de la paix en une course pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement, plaçant la RDC au centre d'une compétition féroce entre les grandes puissances mondiales. La signature de cet accord n'a donc pas été un acte spontané, mais le résultat d'une pression intense exercée sur les deux parties, et plus particulièrement sur la RDC. Le gouvernement de Kinshasa, affaibli par l'avancée du groupe rebelle M23 qui contrôlait des villes clés comme Goma et Bukavu, se trouvait dans une position de grande vulnérabilité. Des acteurs internationaux comme la Banque mondiale, le FMI et le Qatar ont également joué un rôle de facilitateur, encourageant la signature rapide d'un texte. Washington a conditionné un important corridor d'investissement à la conclusion de ce pacte, faisant de la coopération économique une arme de persuasion diplomatique très efficace. Le contexte de cette signature rappelle d'autres moments de l'histoire où des accords ont été imposés plus qu'ils n'ont été librement négociés. Le président congolais, Félix Tshisekedi, avait même déclaré quelques jours avant la signature qu'il serait prêt à soutenir la candidature de Donald Trump au prix Nobel de la paix si celui-ci parvenait à mettre fin à la guerre. Cette déclaration, perçue par beaucoup comme un aveu de faiblesse, illustre parfaitement le déséquilibre des forces en présence. La RDC est arrivée à la table des négociations non pas comme un égal, mais comme un acteur contraint d'accepter des conditions pour éviter un effondrement total de sa sécurité à l'Est. En examinant les détails de l'accord, on constate rapidement son caractère asymétrique. La RDC a fait des concessions majeures sur des piliers fondamentaux de sa souveraineté, tandis que le Rwanda n'a pris que peu d'engagements concrets et contraignants. Sur le plan sécuritaire, l'accord prévoit la mise en place d'un mécanisme de sécurité conjointe pour surveiller la frontière. Cela signifie que le Rwanda, pays accusé de soutenir activement le M23, obtient un statut officiel d'observateur militaire sur le sol congolais. Cette clause légitime la présence rwandaise et transforme l'agresseur d'hier en partenaire de sécurité de demain, une situation difficile à accepter pour beaucoup de Congolais. Sur le plan économique, les concessions sont encore plus frappantes. L'accord engage la RDC dans une gestion conjointe de ses précieuses chaînes de valeur minière. Concrètement, cela ouvre la porte à un accès facilité pour les multinationales et les intérêts étrangers aux ressources du sous-sol congolais, notamment le cobalt, le cuivre et le lithium. Le président américain Donald Trump n'a pas caché cet aspect, déclarant que les États-Unis avaient obtenu beaucoup de droits miniers grâce à cette médiation. Pour les critiques, ces dispositions s'apparentent à une braderie des richesses nationales, privant le peuple congolais de ses propres moyens de développement futurs. En contrepartie de ces sacrifices, qu'obtient réellement la RDC? L'accord mentionne le retrait des troupes rwandaises et le désarmement du M23, mais sans fournir de calendrier précis ni de mécanisme de vérification indépendant. Le retrait des milliers de soldats rwandais présents en RDC est présenté comme une éventualité conditionnée à la mise en place de la sécurité conjointe. Le M23, principal acteur de la déstabilisation, n'est même pas signataire de l'accord. Il est simplement désigné comme un interlocuteur potentiel pour de futures discussions politiques, ce qui lui confère une légitimité inespérée après des années de violence. L'accord de Washington s'inscrit ainsi dans une longue et triste tradition de pacte de paix non respecté dans la région des Grands Lacs. De Luanda en 2002 à Addis Abeba en 2013, en passant par Goma et Nairobi,
les promesses de paix ont souvent été trahies. Ce nouvel accord, en ne nommant pas clairement l'agresseur et en ne prévoyant aucune sanction en cas de non-respect de ces clauses, repose entièrement sur la bonne volonté du Rwanda. Pour beaucoup d'observateurs, il s'agit d'une paix illusoire, un document qui instaure un ordre favorable aux intérêts étrangers plutôt qu'une justice durable pour les victimes congolaises. Immédiatement après sa signature, l'accord de Washington a été la cible de vives critiques, en particulier au sein de la société civile et de l'opposition congolaise. La voix la plus forte a été celle du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Il a qualifié l'accord de trahison et a déclaré que le régime de Kinshasa avait abandonné sa souveraineté aux mains des forces d'agression. Pour lui, une paix véritable ne peut être construite sans justice, sans reconnaissance des responsabilités et sans réparation pour les millions de victimes. Or, l'accord ignore totalement la question de la justice et de la responsabilité du Rwanda dans les atrocités commises. Une autre critique majeure porte sur la légalité même de l'accord au regard du droit congolais. Des juristes ont souligné que plusieurs clauses, notamment celles sur la gestion conjointe des ressources naturelles, pourraient violer la constitution de la RDC. Les articles 56 et 58 de la Constitution stipulent que l'État doit protéger les droits des Congolais sur leurs richesses et interdisent de priver le peuple de ses moyens d'existence. De plus, un tel accord, qui engage l'avenir du pays, aurait dû être soumis à un débat et à une ratification par le Parlement congolais, une étape qui a été contournée pour garantir une signature rapide. L'accord présente également des contradictions flagrantes. Il met l'accent sur la menace supposée des FDLR, une milice hutu rwandaise dont la capacité de nuisance est considérée comme très faible aujourd'hui, même par le président Tshisekedi. En se focalisant sur ce fantôme, le texte détourne l'attention du véritable problème, le M23, un groupe puissamment armé et soutenu par Kigali. Cette approche semble valider le narratif rwandais, qui a toujours utilisé la présence des FDLR comme prétexte pour justifier ses interventions militaires en RDC. En ignorant le M23, l'accord ne résout pas le conflit, il le gèle dans une configuration favorable aux agresseurs. La comparaison avec les accords de Munich de 1938 a été faite par plusieurs analystes. À Munich, la Tchécoslovaquie avait été sacrifiée sur l'autel d'une paix illusoire avec l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, certains estiment que la souveraineté de la RDC est sacrifiée pour garantir un ordre économique mondial favorable aux puissances occidentales et pour apaiser les ambitions régionales du Rwanda. Cet accord, loin d'être une solution congolaise, apparaît comme un arrangement dicté de l'extérieur, où les intérêts du peuple congolais ont été relégués au second plan, derrière les impératifs géostratégiques et miniers. La signature de l'accord de Washington du 27 juin 2025 soulève une question fondamentale pour l'avenir de la République démocratique du Congo, celle de sa souveraineté. En acceptant une tutelle sécuritaire et une gestion économique partagée de ses propres ressources, le pays semble avoir renoncé à des pans entiers de son indépendance. Une paix imposée de l'extérieur, qui ne prend pas racine dans la volonté et les intérêts du peuple, est rarement durable. Elle risque de créer de nouvelles frustrations et de préparer le terrain pour de futurs conflits, une fois que les intérêts des puissances médiatrices auront changé de direction. Le défi immédiat pour la RDC sera de naviguer dans les eaux troubles de cet accord. Comment mettre en œuvre des clauses qui semblent contraires à ses intérêts nationaux? Comment reconstruire la confiance d'une population qui se sent trahie par ses dirigeants et abandonnée par la communauté internationale? Le gouvernement congolais devra faire preuve d'une habileté diplomatique exceptionnelle pour tenter de regagner une marge de manœuvre. Il devra également renforcer ses propres institutions, notamment son armée et son administration, pour ne plus jamais avoir à négocier en position de faiblesse. La société civile congolaise, qui a montré une vitalité et une résilience extraordinaires au fil des décennies, aura un rôle crucial à jouer. Elle doit rester vigilante, continuer à documenter les violations des droits humains et exiger des comptes à ses dirigeants et aux acteurs internationaux. La défense de la souveraineté n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est une responsabilité collective. Elle passe par l'éducation, la mobilisation citoyenne et la construction d'un narratif national fort, centré sur la dignité et les droits du peuple congolais à disposer de lui-même et de ses richesses. En conclusion, l'accord de Washington, bien que paré des vertus de la paix, ressemble davantage à une pause dictée par des intérêts étrangers qu'à une résolution juste et durable du conflit. Il rappelle à la RDC et à toute l'Afrique l'importance cruciale de bâtir une politique étrangère véritablement indépendante,
fondée sur ses propres priorités. L'avenir de la paix dans les Grands Lacs ne se décidera pas dans les capitales étrangères, mais dans la capacité des Congolais à s'unir pour défendre leurs terres, leur dignité et leur souveraineté. Le chemin sera long et difficile, mais c'est le seul qui mène à une paix véritable.